Oui, Carole, ton microphone est ouvert, je t'entends clavarder, mais euh, j'aimerais juste savoir à quelle heure qu'on va commencer, puis quelle heure tu veux que j'intervienne. Parce que je croyais que c'était 11h30, mais là on est à 11h40, juste pour savoir la séquence. Que tu m'entends? Maybe, does anybody hear me? moi, je vous entends parfaitement bien. Peux-tu me dire à quelle heure que Est-ce j'interviens? que vous m'entendez comme ça? Oui? Bon, je pense que vous m'entendez toujours pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez maintenant? On t'entend parfaitement. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Moi, j'ai l'impression que plusieurs personnes m'entendent, mais... Ah, ok, d'accord. Euh, you can try your microphone, please. So can you hear me, Carol, if I talk like this? Can you hear me? Yes, I hear it very clear. Thank you. Oui, nous démarrons. Il y a des personnes qui sont pas encore arrivées, mais on les attendra pas. Je commence ça dans une seconde. Juste une vérification technique de dernière minute à faire. OK. Si vous pouvez patienter, donnez-moi une petite minute et on va commencer. Je commence à l'instant. Les présentations. Hello. Oui, bonjour. Who's there?
Okay, I think we can start. Excusez, je vais le faire en français. Je veux juste, dans un premier temps, présenter quelques petits aspects au niveau de l'outil. Vous allez m'excuser, c'est la première fois que je le fais. Habituellement, c'est le technicien qui s'en charge, mais il n'est pas ici aujourd'hui. Donc, pour être capable d'entendre, il faut évidemment que le petit icône soit en vert pour écouter. Pour parler, vous devez avoir le microphone en vert. Le droit de parole va être enlevé aux participants pendant les entrevues, pendant les présentations, mais on va les remettre à la période des questions ou au besoin. Vous avez un menu en haut. Si vous avez des difficultés au niveau audio, cliquez sur le bouton audio-vidéo pour faire les vérifications, pour faire l'installation. Vous avez une petite icône, je devrais prendre les outils, ok. Vous avez une icône ici qui vous permet de voir la qualité de votre connexion. Quand elle est verte, évidemment, tout est beau. Si c'est rouge, il y a un problème. Donc, ça vous donne une idée de la qualité de la connexion que vous avez. Vous avez une fenêtre de clavardage. C'est généralement au bas de votre fenêtre. Vous pouvez clavarder avec tous les utilisateurs. Vous avez le choix de sélectionner tous les utilisateurs ou des personnes en particulier. En cliquant sur le menu tous les utilisateurs, vous allez voir les options qui s'offrent à vous. Donc, je pense que ça va bien. On est probablement prêt à démarrer. Donc, on est peut-être un petit peu même d'avance, mais c'est pas un problème, je crois. Alors, je vous dis bonjour encore une fois et bienvenue à l'atelier de la CCP. J'aimerais d'abord vous rappeler aussi que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Vous devez conserver votre courriel d'invitation pour avoir accès à l'enregistrement de l'atelier. Je rappelle aussi à ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation que pour faire une intervention, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur. Lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen ou qui n'est pas excessivement rapide. Excusez. Enfin, j'aimerais aussi remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA, ainsi que John Statham pour l'interprétation. Monsieur Statham est un interprète agréé de longue expérience. L'atelier Les nouveaux environnements se déroulera en 2 temps. D'une durée à peu près de 10 à 15 minutes chacune. Les présentations sont suivies d'une période de questions. Évidemment, on laisse au présentateur de gérer le temps à sa façon aussi. Alors d'abord, M. Power va aborder le thème aux antipodes du MOOC, l'apprentissage en ligne en mode hybride. Après une présentation, mais je pense que dans le cas de M. Power, ça va être un peu plus interactif. Après 45 minutes donc avec M. Power, Mme Matrix va présenter ensuite le deuxième thème, Mobile Learning Strategies, Engaging Students in a Void Environment. M. Power est professeur agréé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval à Québec. Il est également chercheur régulier au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, le CRIR,
Il est membre du conseil d'administration de la Communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies dans l'enseignement ou l'apprentissage, le CIRTA, et chercheur associé à l'Institut Technologie de l'information et société, le ITIS. Monsieur Power est coéditeur du collectif Formation en ligne, conseiller et ingénieur pédagogique, 20 études de cas, publié en 2014 par les presses de l'Université Laval, et auteur du livre A Designer's Log, Case Studies in Instructional Design, publié par l'Athabasca University Press. Son programme de recherche comporte divers volets, ayant pour fil conducteur le design pédagogique d'objets, outils et environnements d'apprentissage virtuel et interactif. Donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Power. Beaucoup, Carole, pour l'introduction. Pourrais-tu me dire, est-ce que mes diapositives sont... si tu peux les mettre à l'écran, ça me rendrait service. Oui. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, je vais parler de la thématique suivante, aux antipodes du MOOC, ce qu'on appelle les CLOM en français, l'apprentissage en ligne en mode hybride. Alors, sans plus tarder, d'abord, je vais vous donner, voilà, mon site web est là, si jamais vous voulez plus de précision. Ensuite de ça, j'aurais aimé, si Carole, tu peux donner accès à l'écran à tout le monde pour que les gens puissent inscrire dans quel milieu ils travaillent. Alors, j'imagine que vous êtes pour la plupart des conseillers pédagogiques. Certains d'entre vous œuvrent au niveau cégep universitaire. Si vous pouvez juste me mettre un cocher à l'écran. Donc, si vous travaillez dans le milieu postsecondaire ou milieu secondaire, primaire ou dans les ministères, ou si vous travaillez au niveau corporatif ou ONG ou autre. Alors, j'imagine qu'il va y avoir peut-être une certaine répartition. Est-ce que ça va, Carole? Tu peux donner l'accès aux gens pour qu'ils puissent saisir un outil puis juste faire un petit cocher? Juste pour que j'ai une idée qui fait quoi. Alors voilà, il suffit juste de prendre le petit crayon puis vous mettre comme un petit cocher comme ça. Je travaille dans ce milieu. Voilà, en dessous. Voilà, quelqu'un a compris? Et comme ça. Donc, il suffit juste d'aller saisir l'outil tout à fait en haut du menu. Voilà. Donc, il y en a deux dans le milieu universitaire cégep, Community College, collège communautaire. Parce que vous savez, il y a des conseillers pédagogiques maintenant qui travaillent dans à peu près tous les milieux imaginables. J'ai un projet en ce moment au niveau de la fonction publique. Nous sommes en train de répertorier, en attendant que les autres réponses entrent là, nous sommes en train de répertorier finalement les tâches, les rôles, les mandats des conseillers pédagogiques en milieu ministériel. Et il y a très peu de choses écrites à ce sujet-là, alors c'est un domaine assez vierge en termes de publication. Oh, j'entends une belle musique. Alors, je crois que on va continuer puisque pour une raison ou pour une autre. Donc, je vois qu'il y a deux personnes dans le milieu université postsecondaire. Alors, vous avez eu l'étude de... OK. J'entends un petit bruit musical. Alors, Carole, je vous donne la parole parce qu'il semblerait qu'il y a quelque chose qui... Quelqu'un, Suzanne, qui n'a pas accès aux outils. Bon, écoutez, peut-être, Suzanne, vous pouvez écrire dans le chat, hein, si d'une façon on ne peut pas y parvenir, on peut d'autres manières. Voilà, donc vous avez eu l'étude de cas, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, donc je me demande si vous avez eu le temps de le parcourir au moins pour un peu savoir. Tenez, je vais peut-être retourner au tableau ou juste... ou peut-être dans le chat, si vous pouvez m'indiquer si vous avez eu le temps de regarder l'étude de cas, parce qu'on va le traiter. Ce que je pensais faire aujourd'hui, ce serait en 3 temps. Dans un premier temps, parler un petit peu des MOOC.
ou des clomes. Alors, OK, jusqu'à la page 8, c'est Brigitte qui dit jusqu'à la page 8, c'est beau. Donc, vous avez vu un peu les enjeux, hein? Donc, c'est une étude de cas qui porte sur la mise en ligne de tout un programme. Alors, de prendre un programme qui traditionnellement était offert en salle de classe et de passer en ligne. Donc, écoutez, gênez-vous pas hein, dans le clavardage de passer des messages. Je vais garder un œil là-dessus, sur ce que vous dites. Alors, je vous parlais tout à l'heure que je vais faire ça en 3 temps. Dans un premier temps, je vais parler donc des MOOC. Je vais faire une critique des MOOC. Et je vais m'appuyer sur des auteurs qui sont bien connus. Ah oui, OK, mais merci beaucoup, Suzanne. Je crois que c'est une situation, un cas qu'on va voir de plus en plus. Il y a donc des programmes aux études supérieures, je crois, qui sont mûrs pour la mise en ligne, surtout en utilisant les outils que nous avons aujourd'hui, par exemple, via nous utilisons Illuminate, il y en a d'autres qui utilisent Blackboard Collaborate, d'autres Adobe Connect, Saba, enfin, des outils, il y en a beaucoup. Alors, maintenant, je vais parler donc des MOOC. Je vais faire un petit peu de critique de MOOC. On va parler du cas. Ensuite, je vais vous faire intervenir. Et ensuite, je vais parler dans un troisième temps de l'approche que nous avons privilégiée ici à l'Université Laval. Alors, et sur l'approche sur laquelle je travaille depuis quelques années. OK, alors voilà, ça c'est la version anglaise du cas. Ils ne sont pas exactement pareils. Hein? Ils ont été rédigés dans des situations différentes et certains ont certaines informations, mais grosso modo, c'est le même cas. Grosso modo. Alors voilà, j'ai 2 objectifs aujourd'hui. J'aime ça commencer avec des images un peu choc. Dans un premier temps, c'est ça les MOOC et ça c'est moi. Alors je me suis dit, ça a connu beaucoup de popularité très soudainement, mais est-ce que c'est bien fondé, cette popularité? Est-ce que ça a vraiment du sens? Alors je vais regarder donc différentes situations qui sont plutôt préoccupantes. Ensuite, je vais un peu placer mon pion à BOLD, Blended Online Learning Design. C'est un modèle sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qu'on peut appeler peut-être en français hybridation technologique et apprentissage. Alors, l'utilisation de différentes technologies pour favoriser l'apprentissage. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans 2 temps. Alors, dans un premier temps, revenons-nous au MOOC. Alors les MOOC, ou en français, hein, en France, on commence à les appeler des cours libres, ouverts et massifs, ou les CLOM. Alors, vous voyez, avec les acronymes, hein, on n'est pas choyé, mais enfin. Alors, c'est un peu ma première impression des CLOM, parce que je me suis dit, il suffit pas juste de l'étudier du point de vue théorique, il faut aussi avoir une connaissance pratique. Alors, je me suis inscrit à un CLOM offert par l'Université d'Édimbourg en Écosse. Nous étions 62 000 et c'était le fouillis total. Bon, je ne peux pas dire que tous les MOOC sont comme ça, mais je peux vous dire que je me suis retrouvé avec des étudiants de secondaire, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient, comme moi, un doctorat. J'étais en contact avec des gens qui avaient aucune formation universitaire. Enfin, un peu de tout, quoi. Et on était en petits groupes, on se cherchait à travers ces milliers d'étudiants pour essayer de trouver comment dire, les zones crochues, les atomes crochus. Et voilà. Et je crois que c'est vers ça que cela mène, en fin de compte. Alors, c'est un petit peu une présentation humoristique, n'est-ce pas, des MOOC. Mais je ne suis pas les seuls à faire de l'humour avec ça. À gauche, vous voyez, ils sont indescriptibles, indestructibles. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Ben enfin, ils vont s'arrêter tout seuls, je crois. Puis ensuite, un ami économiste qui avait pris ça, les MOOC s'en viennent. Alors, ça a généré quand même un petit peu de dérision, n'est-ce pas? Tony Bates aussi, qui est toujours un porte-parole du domaine de l'enseignement à distance et a toujours quelque chose d'intéressant à dire sur ce sujet-là. Et lui, finalement, l'image qu'il a mis sur son blog, c'est un peu l'image de joueur de flûte d'Amelin, donc qui amène des gens vers quoi on ne sait pas. Si on se fie à l'histoire qui est racontée, je ne sais pas si vous connaissez cette conte-là, mais finalement, ça ne finit pas bien pour les enfants. Hein. Ça ne finit vraiment pas bien, on ne les voit plus. Ils disparaissent. Ensuite de ça, dans mon ouvrage de 2008, le journal de bord, le conseiller pédagogique réflexif,
je fais état dans le 10e cas des professeurs qui avaient certaines craintes quant aux retombées de la technologie éducative, face à la technologie éducative. Et c'est un peu ça, ce ne sont pas des craintes qui disparaissent avec les MOOC, mais au contraire, ce sont des craintes qui sont peut-être, qui se réalisent. Voilà, l'intégration des technologies en enseignement supérieur suscite parfois certaines inquiétudes chez les professeurs. Et ensuite, sur mon site Facebook, j'ai créé cette image-là pour un peu donner mon aperçu des MOOC. Et on se demande justement quelles sont les intentions derrière les grandes universités. Puis, il semblerait que ce soit une des intentions manifestes chez les grandes universités. Et même le président de XED, c'est-à-dire l'organisme qui offre les cours pour Harvard, ou qui offrait, parce que vous allez voir dans quelques minutes, Harvard se retire. Ils disent que voilà, aujourd'hui, les employeurs dépensent beaucoup d'argent pour avec les chasseurs de tête pour trouver des meilleurs candidats. Puis ils disent, ben, avec nos MOOC, si on peut les aider à trouver ces apprenants de première qualité, ben écoute, ça vaut réellement la peine. Alors, l'idée, autrement dit, l'idée d'offrir un enseignement universitaire, d'accroître l'accessibilité à l'enseignement supérieur, ben c'est pas exactement comme ça que les MOOCs réalisent cette finalité-là. Et même, on commence à constater, après très peu de temps, les abandons, les désadhésions. Par exemple, à San Jose, ça s'est pas mal passé avec les étudiants qui ont échoué en masse aux examens. Ensuite de ça, ben voilà. Oups, pardon. Excusez-moi, j'ai perdu l'écran pendant une minute. Alors, où sommes-nous? OK, voilà. Alors, excusez-moi, ça m'a joué un tour. Donc, dans cette Inside Higher Education, qui est toujours une revue assez intéressante pour ce qui se passe, pour nous donner des nouvelles. Alors ici, il parle des MOOC et la question de la qualité. Alors, ils disent qu'on parle très peu de qualité lorsqu'on parle de MOOC. On parle d'accessibilité, mais très peu de qualité. En plus de ça, on se rend compte que les principes qui organisent les MOOC sont vraiment tout à fait aux antipodes là, des meilleures pratiques en formation en ligne. Autrement dit, ceux et celles qui sont derrière les MOOC s'appuient très peu sur les principes fondamentaux de pédagogie. Ensuite de ça, on se rend compte aussi que c'est un format qui est pas du tout adapté aux besoins des étudiants moyens ou faibles. Alors, si les étudiants sont très autonomes, s'ils sont très brillants, ben, on peut se poser la question, pourquoi suivre un MOOC de toutes les façons? Ensuite de ça, on se rend compte qu'il y a une absence de normes pour l'admission. Comme je vous ai dit, je me suis retrouvé dans un MOOC avec des gens de n'importe quel domaine, avec n'importe quelle formation antérieure. C'était un peu n'importe quoi. Puis on priorise les inscriptions massives et donc il y a comme une espèce de mélange d'habilités, de connaissances de base parmi les inscrits. Et ensuite de ça, les travaux et les activités, ben souvent ils sont évalués, il y a une espèce d'autocorrection au mieux des cas. Il n'y a pas beaucoup de contact de l'instructeur. Dans notre cours que j'ai suivi, l'instructeur envoyait un message de temps en temps, un petit message qui se fondait, qui se perdait dans le tas des messages générés. Ensuite de ça, finalement, ces cours-là, ça ne procure aucune reconnaissance aux étudiants et donc il n'y a aucune responsabilité de la part des institutions, des établissements qui offrent ces cours-là. Alors, comment les prendre au sérieux? Par ailleurs, ce qu'on peut dire ici dans le Chronicle of Higher Education, il parle justement ce professeur parle justement des compétences qu'on ne peut pas acquérir
ailleurs qu'en salle de classe. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je crois que la salle de classe virtuelle joue parfaitement le rôle, mais lui, ce qu'il dit, souvent il y a des étudiants, puis pour eux, c'est la première fois qu'ils se mettent debout, qu'ils parlent en public, ils ont un certain trac, hein, et ensuite de ça, de plus en plus d'universités misent justement sur les MOOC à un moment où ce n'est pas vraiment comment dire, la venue ou le milieu, on peut développer certaines compétences. Hein. Souvent, les MOOC, ce n'est constitué que d'enregistrement, tout simplement. Ensuite de ça, puis un petit peu, je ne sais pas si vous voyez le fond de la diapositive, je peux peut-être le bouger un petit peu, mais vous aussi, vous avez votre écran. Alors, on se rend compte que ce n'est pas uniquement des compétences cognitives qui aboutissent qui permettent aux étudiants de connaître le succès ou la réussite. Il y a beaucoup d'autres compétences là qu'il faut développer et ce n'est pas en ligne, d'après ce qu'il prétend et d'après aussi le type de cours que le MOOC, c'est-à-dire un MOOC qui est un cours entièrement offert, diffusé en temps asynchrone, en mode asynchrone, où les interactions sont très lentes et tout ça. C'est sûr. Alors, pas mal d'accord avec lui. Ensuite de cela, voilà. Pas Tony Bates, mais John Daniel aussi, il intervient. Et voyez-vous, il parle de mythes, de paradoxes et de possibilités dans cet article-là, qui est pas mal intéressant. Les grandes lignes, il parle des buzzwords. Que MOOC, c'est un peu quelque chose qui est arrivé sur le tas. Donc, un buzzword, c'est à la mode. Ensuite, il a parlé dans son article de Gandarene Rush. Ça, il a fallu que je le cherche dans le dictionnaire, mais c'est une allusion biblique. Finalement, c'est une espèce de course folle vers quelque chose. Et dans ce cas ici, l'engouement pour les MOOC. Ensuite de ça, il a parlé de l'intersection de Wall Street et de Silicon Valley, hein, là où le fric rencontre l'informatique, évidemment. Peut-être je peux envoyer un mot au traducteur. Je ne sais pas si je suis en train de vous rendre la vie impossible. Si je parle trop vite, n'hésitez surtout pas à me le dire. Il suffit de l'écrire dans le chat. Wobeck, hein, ça suffira. Je comprendrai. Alors, donc, je surveille le chat au cas où. Ensuite, il parle d'un herd instinct. Je trouvais ça intéressant dans le sens, tout le monde à bord. Hein? On va faire un troupeau, on va aller sur le bandwagon dans le sens, une espèce de mouvement de masse vers quelque chose qui pourrait se dire inconnu. Ensuite de ça, il parle des abandons massifs. Il y a un taux d'abandon qui est extraordinaire, sans parler du plagiat. Aucun contrôle là-dessus. Vous voyez, quand on est des milliers d'étudiants, imaginez quel contrôle qu'on peut exercer. Alors, finalement, il est conclu en disant que c'est une occasion en or pour les fraudeurs, hein, les espèces de moulins à diplôme, les diploma mills, comme disait Noble dans les années 90, quand il décriait l'apprentissage en ligne, quand il condamnait l'apprentissage en ligne tout entière. Ensuite, il y a un livre intéressant, c'est un tout petit livre, c'est pas grand, de Young, et Daniel en parle, justement, il fait une espèce de résumé de ce livre-là, qu'il trouve en gros très bien, et il dit quand même, il conclut que les MOOC ont échoué, que leur objectif qui était avancé par les pionniers, qui avait été ce rêve qui avait été mis de l'avant par les pionniers, non, ce n'est pas vrai que n'importe qui peut avoir accès à une éducation de qualité, qu'il soit dans les pays riches ou pauvres. Non, c'est pas vrai, c'est un échec. Alors, ils ne sont pas les seuls. Ici, on parle des SPOC. Alors, c'est quoi les SPOC? Mais très simplement, Small Private Online Courses. Alors, ce sont des cours privés en ligne à faible inscription. Et c'est ça qu'on voit émerger, c'est ça que nous faisons. Écoutez, j'enseigne en ligne depuis les années 90. J'avais commencé dans le mode en ligne asynchrone et ensuite je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas un milieu convenable pour toutes sortes de raisons qu'on va voir tout à l'heure et que j'ai aussitôt adopté donc la technologie synchrone pour compléter la technologie asynchrone, donc la salle de classe virtuelle, pour compléter le site web.
Et ensuite, eux aussi, ils disent la même chose. Les MOOC, beaucoup de promesses, mais il y a des problèmes et c'est surtout que le taux d'abandon est extraordinaire. Très peu d'étudiants réussissent. C'est sûr que si on regarde ça du point de vue de l'éducation informelle, ben à ce moment-là, oui, on peut dire c'est un succès parce qu'on a accès à toutes sortes de ressources. Certaines ressources sont très bien faites. Alors, puis ensuite, un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Si on fait ce cours-là, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un certificat ou quelque chose, mais ça ne compte pour rien. Ensuite de ça, il soulève l'auteur ici, Tim Coral, Goral, ou Coral, c'est Goral. Alors, il dit que finalement, les principaux enjeux, problème du revenu, ça ne génère pas de revenus, donc les établissements, imaginez, ils doivent se poser des questions. Puis ensuite, l'espèce de sustainability, qu'on peut appeler durabilité, ou comment dire, la perpétuation là, des activités. Comme tout est offert gratuitement, ben, ça ne donne pas beaucoup de perspectives intéressantes pour les établissements. C'est fini pas. Il y a aussi, imaginez, ceci vient du directeur de la MOOC Lab, et donc quelqu'un qui normalement devrait être très favorable au MOOC, mais même là, il met des bémols. Hein? Il dit qu'il est très excité, il est en faveur à la condition que les CLOM complètent les cours sur campus, plutôt que les remplacer. Alors, il a une espèce d'adhésion envers les MOOC qui est très, très partagée. Ensuite, en notant aussi que ces cours-là rehaussent le rôle des professeurs au lieu d'essayer de les éliminer. Et évidemment, en notant que les CLOM améliorent le taux de réussite des étudiants. OK. Ensuite de ça, Harvard commence à annoncer, autant Harvard avait un peu montré du leadership en embarquant à bord le train des MOOC, mais ils font aussi preuve de leadership en débarquant. Alors là, ils parlent justement des SPOCs, des Small Private Online Courses. Ils se sont rendus compte hein, que c'est pas dans leurs intérêts d'offrir des choses gratuitement. Et donc, they're moving on, ça veut dire donc qu'ils poursuivent leur développement en pensant aux cours privés, de petite échelle, puis ensuite qu'ils disent qu'on est quand même rendu déjà à la période post-MOOC. Donc, il semblerait pour certains, en tout cas ceux qui ont un peu d'âge, ben ça vient d'arriver les MOOC, ben ça commence à décamper déjà. Alors, l'accès est restreint, hein, des SPOC, et au lieu d'être des tens of thousands, donc des dizaines de milliers, ben, on parle de dizaines d'étudiants ou centaines. Et je crois que c'est là qu'on va voir énormément de potentiel pour les études supérieures au niveau maîtrise et doctorat. J'y reviendrai. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit bout ici de MOOC bashing. Donc, je vais essayer de casser la gueule des MOOC, puis ensuite, on va parler du cas, puis ensuite, je vais enchaîner avec une troisième partie. Donc, j'achève cette partie-ci. Je pense que vous avez compris que je ne suis pas le plus grand partisan du monde des MOOC. Ensuite de cela, ben voilà, on est rendu là. J'ai assez bâché, j'ai assez tabassé les MOOC. Maintenant, j'aimerais vous entendre, ceux et celles qui ont eu le temps de regarder un petit peu l'étude de cas, juste pour me dire, Suzanne vient de me dire tantôt qu'elle avait bien aimé. Peut-être, Suzanne, on pourrait commencer avec vous, vous pourriez intervenir. Je vous donne le microphone. Vous pouvez intervenir quand vous voulez avec le microphone. Je vous ai donné à tout le monde les droits de parole. Donc, vous avez juste à cliquer sur l'icône pour parler. Vous préférez... Oui, exactement. Il suffit aussi de lever la main et ensuite prendre la parole.
Vous pouvez aussi utiliser le chat si vous préférez. On pourra lire votre question. Je vois que Kadima, oh, je suis pas capable de lire le nom, mais Ba est en ligne, donc je te laisse la parole. Bonjour, c'est Khadija Touba. Mon nom, je viens de voir le cas parce que je me suis inscrite à la dernière minute. Je vois l'introduction qui est très intéressante, mais je n'ai pas le cas au complet. Je ne sais pas s'il y avait une possibilité d'avoir le cas présenté. Est-ce que je me fais comprendre? On vous entend très mal. Je vais vous faire parvenir encore une fois les cas dans un deuxième temps et vous pourrez peut-être revenir un petit peu plus tard. Excellent. Alors, je vois que Madame Huot a des difficultés avec son micro. Je vais simplement lire la question pour pouvoir permettre l'interprétation. Donc, elle nous dit, j'aimerais simplement dire que j'aime le fait d'insister sur l'utilisation des séminaires synchrones pour permettre le conflit cognitif. Madame Marcel Parr nous dit qu'on n'a peut-être pas fait nos devoirs. Euh, donc, la place est toujours ouverte pour ceux qui veulent prendre la parole, poser une question. Et dire, écoutez, comme on m'avait dit que c'était un atelier, je me suis organisé en fonction d'un atelier et non en fonction d'une conférence. Mais écoutez, si s'il y a personne qui a quoi que ce soit à dire au sujet du cas, ben écoutez, moi, je vais en parler. Carole, peut-être tu l'as lu, peut-être tu pourrais nous dire un mot pour lancer le bal, puis sinon, je vais enchaîner tout simplement. Je vous invite à enchaîner. J'avoue que j'étais tellement prise par l'organisation technique que j'ai pas eu une seconde, mais je suis convaincue que Brigitte l'a lu. Donc peut-être qu'elle pourrait nous faire une intervention. Oui, est-ce que vous m'entendez? Brigitte, OK, donc vous m'entendez, c'est bon. Moi, j'ai pas tout lu le cas, mais d'emblée, j'aimais beaucoup la problématique de départ, à savoir que les enseignants ont besoin de, il y avait certains critères, certains malaises parfois avec les technologies, certains euh, étaient ouverts au changement aussi. En tout cas, il y a plusieurs éléments, puis que la solution, en tout cas, je la devine, mais j'ai pas, je l'ai pas lu la fin, mais d'être capable de combiner une solution qui va répondre au fait qu'on change, on bouscule pas tout, dans la stratégie, dans le design des cours qui étaient déjà présents, puis on s'enligne vers
une solution technologique qui est possible pour les enseignants de s'approprier. C'est toujours un grand défi, là, le côté appropriation auprès des enseignants de ce qui est nouveau, en tout cas au niveau des technologies. En tout cas, je le sais parce que je le vis au quotidien dans mon travail. Et, euh, et je trouve ça intéressant de. En tout cas, j'ai pas vu la fin, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, moi aussi, là, c'est ça. Alors, je me suis rendue à la page 8, et, mais le fait aussi que les compétences à développer au troisième cycle, notamment, ou en tout cas au deuxième, troisième cycle, sont beaucoup plus de l'ordre, pas tant cognitif, mais d'apprentissage de connaissances, tout ça, mais être capable de faire des analyses, de discuter, d'échanger, puis de construire à partir de certains contenus connus. Donc, en tout cas, bref, je ne veux pas m'étendre non plus, là, prendre toute la parole, là, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, là. Puis j'ai tellement souvent de contre-arguments par rapport à la dimension de la formation synchrone, par exemple, là, avec les classes virtuelles, que d'avoir une étude de cas qui le présente sous un jour particulier, là, je trouve ça intéressant. Votre main de lever. Je n'ai pas remarqué qui avait levé la main en premier. Alors, je ne sais pas, est-ce que Madame Huot est prête à intervenir à ce point-ci? D'accord, je pense qu'on peut m'entendre maintenant. Donc, ce que j'essayais de mentionner tout à l'heure, Oui, c'est parfait. dans l'étude. Donc, merci. Dans l'étude de cas, on voit le conflit entre qu'est-ce qu'on offre de la transmission des savoirs, mais on est en train de diluer lorsqu'on agit de cette façon-ci. Donc, c'est pas la même qualité des cours qu'on peut offrir en salle de classe. Puis, moi, c'est un défi que j'ai depuis toujours. Euh, quelle technologie va nous permettre d'offrir le conflit cognitif, va nous permettre de faire vivre aux étudiants des expériences authentiques et de confronter leurs connaissances avec celles des autres. Puis, je comprends qu'il faut amener la technologie au service de la pédagogie, mais c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que l'institution doit fournir les microcasques aux étudiants? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on doit leur demander? Est-ce que ça fait partie euh, dans le plan de cours des outils obligatoires à acheter? Donc, ça, ce sont les questions qu'on se pose, puis les réponses qu'on hésite de prendre ici parce que ça devient soit une question d'investissement ou des exigences pour un cours ou un programme qui risque de faire peur aux étudiants en même temps parce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, ça, j'ai aimé que ça ressortait là, dans l'étude de cas, puis ça me nourrit, ça me donne un peu la chance de partager ça avec les autres qui voient que je suis pas la seule. Donc, c'est ça pour moi, là, les MOOC sans personne, ou les cours en ligne sans personne qui intervient ou qui se jase là, dans le blanc des yeux. C'est pas facile de le reproduire pour que ça ait la même saveur ou la même qualité qu'en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Madame Huot. Je donnerai maintenant la parole à Madame Panayotova. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Hein? Est-ce que vous m'entendez? Bon, d'abord, je m'excuse, je me suis branchée très tard par erreur, donc j'ai pas pu lire le cas au complet. Donc, je vais me baser seulement un peu sur mon expérience en regardant la question. Le point clé dans un séminaire étant la discussion, la communication, la discussion sur des textes distribués au préalable. Évidemment, il faut opter surtout pour
des moyens de communication comme celui qu'on utilise présentement et qui malheureusement ne fonctionne pas toujours très bien avec les coupures. Euh, et aussi, toutes les nouvelles technologies comme les wikis et les blogs peuvent être extrêmement utiles pour la création de travaux longs, ce qui est le point clé dans un séminaire. Bref, c'est tout, c'est ça que je voulais dire. Merci. Si vous pouvez enlever votre petite main, ce serait peut-être intéressant. Madame Parr, maintenant, qui avait aussi sa main levée. Oui, bonjour. J'aimerais apporter le commentaire suivant aux échanges. Je crois que on pense très souvent, quand on parle cours en ligne, formation en ligne, on est dans le paradigme de l'enseignement, bien sûr. La classe virtuelle répond en tout point à ce qu'on connaît d'une activité d'enseignement, permet à l'enseignant de gérer la progression et permet aux apprenants de réfléchir même ensemble lorsque la technologie est donnée. Maintenant, il y a des cours en ligne quand on parle des modèles asynchrones, sans parler des MOOC nécessairement, mais est-ce qu'on passe d'un cours en ligne à partir d'un dépôt de ressources sur une plateforme? On peut parler aussi d'un cours complet en ligne avec une progression qui est déjà incluse dans le concept, dans le design. Alors, on est à ce moment-là dans un autre paradigme. On est davantage dans un paradigme d'apprendre et la relation à ce moment-là de l'enseignant en rapport avec ses apprenants est très différente. Elle est davantage une relation d'accompagnement, d'accompagner les apprentissages, puisque le cours en lui-même est plus autoportant. Je pense qu'on devrait tracer une ligne, en tout cas dans notre esprit, dans la suite des réflexions de ce séminaire, en rapport avec ces deux façons de voir la formation à distance, soit la classe virtuelle ou à peu de choses près, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les enseignements traditionnels, et le mode asynchrone à l'autre extrémité du spectre, avec des cours plus autoportants, accompagnés de tutorat à distance. Oui, effectivement, ces cours sont très, très, très chers à développer pour arriver à un cours de qualité. Oui, c'est bien vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire une intervention? Sinon, je voudrais juste, moi, ajouter une petite remarque à ce que Mme Parr vient de parler à propos des cours autoportés. C'est aussi mon champ, le cours autoporté, et je pense qu'on exagère peut-être un petit peu des fois quand on dit que ça coûte très cher. Nous, on en produit, je pense, qui sont excellents et qui sont tout de même à coût relativement abordable. Mais ça, ce serait une toute autre conversation, évidemment. Mais je pense que de plus en plus, et surtout avec tout ce qu'on a comme possibilités technologiques aujourd'hui, si on les utilise correctement, on peut faire quelque chose, je pense, d'extrêmement bien et moi, quand je fais quand on me demande combien ça coûte pour faire des projets d'élaboration et demander des fonds, et je dis toujours, vous exagérez énormément quand vous dites que ça coûte maintenant 40 ou 45 000 $. C'est absolument pas réaliste. Je pense que c'est administratif comme chiffre, mais d'après moi, c'est absolument pas réaliste. Donc, mais je dis, c'est une parenthèse qui est un petit peu à part. Là-dessus, j'arrête et je vous laisse là.
Je surveille le temps, là. Je vois que le temps qui m'a été imparti commence à filer entre les mains. Alors, je vais enchaîner. Merci beaucoup de vos commentaires. Très important. Je pense que c'est un débat très important pour arriver à faire la part des choses. Alors, donc, on est revenu sur le problème de Jean. On a regardé, dans le texte, là, on parle du processus de résolution de problème et de solutions envisagées. Donc, ça nous amène à poser la question, c'est quoi un cours? Qu'est-ce que c'est un cours en fin de compte? Donc, on peut dire, ben, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, hein? C'est quoi les limites? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est ça un cours? Finalement, moi, ma conception d'un cours, c'est un dialogue, c'est une conversation, c'est un échange entre apprenants et enseignants. Alors, cet échange-là, pour que ce soit riche, il faut qu'il y ait vraiment des bons moyens de communication, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que dans l'enseignement traditionnel, là, vous auriez peut-être ajusté votre écran un petit peu. Moi sur le mien, je vois pas toutes les diapos, mais enfin. Donc, dans la formation à distance traditionnelle, comme dont parlait Carole tout à l'heure, il y avait une grosse partie de planification à l'avant. Hein? Je veux dire, il y avait des processus complètement séparés entre le design et ensuite la diffusion. Et l'encadrement, je viens de parler de l'importance de l'interaction entre les étudiants et aussi leurs professeurs. Mais ça, c'était toujours le parent pauvre. Il n'y avait pas jamais suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce qu'on le dépensait au niveau du design en amont. Alors que traditionnellement, l'enseignement sur campus, ben, c'était une autre paire de manches. C'est-à-dire, très peu de design en amont. On se faisait une idée du cours à donner, mais ensuite, le développement du cours se faisait en même temps de la diffusion. Voyez-vous, des processus concomitants. Au lieu d'avoir des processus séparés, et ça, traditionnellement, c'est comme ça que ça se faisait, et ça se fait encore comme ça. C'est-à-dire, les professeurs, l'enseignement, pour un professeur régulier, l'enseignement, c'est une partie de sa tâche. Une partie, c'est un tiers. Alors que la recherche, ça bouffe, en tout cas, ça peut prendre la moitié de sa tâche facilement. Et il reste un petit peu pour le service. Mais ça, c'est la réalité des professeurs. Et ça, je peux jamais le dire assez souvent. Un professeur connaît la promotion, reçoit une promotion, reçoit un avancement de la carrière grâce à sa recherche, pas grâce à son enseignement. Et même, je lisais dernièrement un livre de Anne Biro en France. Elle a dit, c'est assez risque et péril qu'un professeur investit dans son enseignement. Alors écoutez, il faut regarder la réalité en face. Alors, où est-ce qu'il faut investir à ce moment-là, à la lumière de cela? Est-ce qu'on investit dans un cours qui est fortement structuré, où on va mettre le paquet d'argent dans le design et le développement? C'est un travail intensif de design. Je suis d'accord avec Carole, que ça ne coûte pas aussi cher qu'on pense, mais pour arriver à la qualité, je te dis, Carole, écoutez, c'est pas moi, à l'Université Open, au début des années 70, écoutez, ils mettaient 1 million. C'est Daryl Roundtree. Daryl Roundtree qui m'avait dit lui-même, qui était quand même le bon de l'Université Open, 1 million de livres sterling pour développer un cours. Ensuite, les téléuniversités, ils doivent investir, dernière fois, leur en ai parlé, à peu près 250 000 $. Alors, mais c'est très variable. Mais pour arriver à la qualité, c'est un trou noir. Ensuite de ça, où est-ce qu'il faut investir dans le dialogue? Qu'est-ce qui nous vient le plus facilement? Nous, dans les universités bimodales, avec une grande tradition de synchronicité. Vous allez voir dans une minute. Alors, l'évolution médiatique en formation à distance, bon, on est parti de loin, hein, on est parti de la correspondance pour aller vers le multimédia, pour ensuite aller vers les cours en ligne. On voit qu'il y a une espèce de, des différentes générations de formation à distance, puis on voit qu'il y a de l'asynchronicité comme tendance là. Alors, si on regarde les universités traditionnelles, ben, on est reconnu pour notre plus de structuration, mais quand même, les cours sont de plus en plus structurés, où que ce soit. Mais quand même, on a une structure de cours basée sur le dialogue. On a une tradition synchrone. Ça, c'est fort. Et ensuite, à l'autre bout du spectrum, quelqu'un avait mentionné tantôt, à l'autre bout, ben, on a toujours connu une forte structuration. L'enseignement à distance, la formation à distance a été reconnu pour cette forte structuration-là. C'est ce qui a défini la formation à distance. Alors, ces universités-là permettaient aux individus de travailler à rythme libre, un rythme d'apprentissage individualisé, ce qui commence à tomber d'ailleurs.
Ensuite de ça, n'importe quand, n'importe où, c'était ça le rêve. On a passé à travers différentes générations. Puis ensuite, on a connu donc un développement, excuse-moi, voilà, deuxième, troisième génération, hein, voilà, qui s'élargit et il y a comme une espèce de mouvement vers les universités traditionnelles. Donc, au fur et à mesure que les traditions, que les générations d'enseignement à distance se sont multipliées. Alors, ensuite de cela, qu'est-ce qu'on a vu? Ben voilà, ok, voilà, jusqu'à ce que la formation à distance devienne l'enseignement en ligne, hein, que les universités unimodales fassent le saut. Alors, on voit le rapprochement qui se fait. Pendant ce temps-là, les universités traditionnelles ne se sont pas assis sur leurs mains. Ils ont aussi fait des développements. Qu'est-ce qu'on a vu? Une espèce de outreach, une décentralisation, différentes façons de faire cela. OK, excuse-moi, l'animation est là. Alors, les universités traditionnelles, comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça de plusieurs façons. Il y a eu d'abord, et ça existe encore, le déplacement des professeurs. Ensuite de ça, ils ont commencé, premier balbutiement, de formation à distance, ce que les Français appellent le FOAD, hein, formation ouverte et à distance. Ensuite de ça, on a connu différentes technologies comme la vidéoconférence qui a connu son jour de gloire. Ça coûtait très cher, il y avait des problèmes techniques, on a laissé tomber. Ensuite, le télématique en France, pas eu tellement d'impact ici, mais ce qu'on a eu, par exemple, on a connu la formation assistée par ordinateur, CBT, Computer Based Training. Ensuite de ça, dans les années 90, dès que le web est devenu une réalité, on a commencé à avoir des cours en ligne, online learning. On a connu par la suite le blended learning, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Sur campus, en ligne, mélange. Et ça, maintenant, je crois qu'on est rendu à ce que j'appelle des cours en ligne en mode hybride, c'est-à-dire un petit peu de synchrone, un petit peu d'asynchrone, pour profiter de nos forces. Et notre force, sur les campus universitaires, c'est le corps professoral. Dans les universités industrielles, le corps professoral est très petit. Mais ici, nous avons 1400 professeurs. Mais nous n'avons pas les moyens de développer des cours en ligne de très haute qualité, à moins d'utiliser une technologie synchrone. Parce que c'est notre force. C'est une façon d'exploiter notre force. Alors voilà, il y a une espèce, donc on est comme dans une période où il y a comme une espèce de no man's land, il y a une espèce de résistance, hésitation, fragilisation de l'enseignement sur campus, mais cela va se transformer très rapidement au cours des années à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a connu? Un peu, voilà, il y a beaucoup de choses ici, je ne pensais pas qu'on allait les reconnaître. Et voilà. Est-ce que je vais trouver? OK. Ah oui, oui. Bon, excusez-moi. Donc, excusez-moi, je ne savais pas que VIA reconnaissait toutes les animations. Je n'avais pas prévu ça. Alors, on est dans une période maintenant où les universités se lancent dans l'apprentissage en ligne et c'est ça qui fait qu'on rejoint finalement le continuum. C'est l'apprentissage en ligne qui est autant organisé par les universités industrielles, unimodales, que les universités bimodales. Alors ça, c'est un grand terrain de jeu là et c'est là où tout le monde est en train d'expérimenter. Alors, l'université enseignement à distance, comme on a vu dans le passé, c'est une tradition asynchrone, okay, exclusivement. Les cours étaient bâtis en mode industriel, je surveille l'heure, pour finir au moins quart, et ensuite de ça, axé sur le développement des ressources matérielles, des matériels didactiques. On sait ça. Ensuite, donc une grande tradition asynchrone ou l'asynchronicité. Ensuite de ça, l'université traditionnelle, ben, c'était ça, les fondements, hein, en salle de classe. Ensuite de ça, on a perpétué, on a prolongé la présence du professeur par la vidéoconférence pour aboutir ensuite au cours en ligne. Et là, l'accent est totalement différent. C'est une tradition synchrone, axée sur les ressources humaines, pas sur les ressources matérielles. On a tous nos œufs dans le même panier finalement. On a opté pour l'embauche des professeurs. Et maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir maximiser l'impact de ces professeurs-là. Et forcément, il faut utiliser les nouvelles technologies. Il faut, comme l'Université Laval, grande université dans la petite ville de Québec. Alors, ça fait 25 ans que nous faisons de la formation à distance. On n'a pas le choix. Et pour maximiser vraiment nos ressources, c'est ce qu'il faut faire. Alors, voilà. Donc, une tradition de synchronicité. Alors, ce que je plaide aujourd'hui, je plaide pour une solution finalement, de continuité avec la pratique. D'ailleurs, Jaffe, je pense que c'est lui qui le dit le mieux. En gros, on a tendance à adopter les technologies qui nous appuient dans ce qu'on fait déjà.
OK? Alors, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve que c'est très bien dit ce qu'il dit là. Alors, le séminaire d'études supérieures, habituellement, ça ressemble un petit peu à cela, n'est-ce pas? Le cours en ligne typique, ben voilà, surtout au premier cycle. Alors, le séminaire d'études supérieures, comme je le vois, le webinaire, deuxième, troisième cycle, ben, ça unit tout le monde finalement. L'idée, c'est qu'il faut forcément une hybridation des nouvelles technologies et qui aboutissent finalement à un apprentissage en ligne en mode hybride, un mélange des deux traditions. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je trouve est très porteur pour les années à venir. Ce sont des technologies toutes faites pour nous permettre de libérer nos forces, de profiter de nos forces. Ce qu'on appelle leveraging. Et ce sont des cours, donc 100% en ligne. C'est ce que nous offrons maintenant. Notre maîtrise, notre doctorat en technologie éducative sont offerts dans ce mode-ci. Donc, 100% en ligne, synchrone et asynchrone combinés. Alors voilà, c'est les deux grandes traditions qui se rencontrent et c'est ce qu'on appelle donc la tradition orale d'une part, la tradition écrite et les deux ensemble, ben, ça nous permet de réaliser ce qu'on appelle l'apprentissage en mode hybride en ligne ou en ligne en mode hybride. À quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble un petit peu à ceci. Moi, je donne plusieurs de mes collègues aussi donnent des séminaires en ligne. Les mardis soirs, les jeudis soirs. Cette année, j'ai un étudiant d'aussi loin que le Maroc, Casablanca, étudiants aux États-Unis, à travers le Canada. C'est eux qui gèrent finalement l'aspect synchrone. Hein. Je leur dis, écoutez, le cours commence à telle heure, et voilà. Donc, c'est eux de choisir si ça fait leur affaire. Puis ensuite, j'ai un site web qui n'est pas très meublé, mais je le meuble au fur et à mesure, et les étudiants aussi m'aident à le meubler. Tout ne me revient pas à le faire. Et pour la plupart des professeurs, c'est ça qui pose problème avec les cours asynchrones. Tout développer un cours qui fonctionne bien, qui marche bien. Oh là là, qui a le temps de faire cela? Donc, voilà, et des fois, j'ai des beaux invités. Hein? Brad. Bon, alors, en fin de compte, c'est ça que je vois émerger, donc l'apprentissage en ligne. Les universités, finalement, lorsqu'on arrime les choses de cette façon-là, on va avoir une influence égale de la tradition écrite et la tradition orale. La tradition orale est très importante encore. Donc voilà, c'est ce que j'appelle la continuité des pratiques. Alors pour nous, c'est une continuation naturelle de ce que nous faisons déjà. OK? Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a par ça? Voilà, l'accent est sur le processus synchrone plutôt que sur le produit. Et à ce moment-là, comme vous allez voir dans l'étude de cas, on n'a plus de problème de propriété intellectuelle. On n'a plus de chicane parce qu'il n'y a presque pas de propriété intellectuelle. Tout se fait en temps réel ou une bonne partie. Ensuite de cela, ben voilà, accent sur l'oralité. Ben je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ah ben voilà, il y a un autre diapositive quand même. Carole, est-ce que tu me laisses encore quelques minutes ou est-ce qu'on a pas mal fini? Dis-moi ce que tu penses. Et on pouvait voir s'il y a des questions, parce qu'il reste seulement quelques minutes avant de donner la parole à Mme Matrix. Ça dépend si vous tenez absolument à poursuivre, mais je pense que Brigitte avait une question ici, si c'est possible de passer à la question. Est-ce que vous êtes toujours là? Toujours là. Alors, vas-y, voyons, excusez, Brigitte. Je peux peut-être lire la question. Quelle technologie préférez-vous vraiment? J'aime les deux. J'aime toutes les technologies. J'aime le mélange. C'est un peu comme quand on va à un buffet. Hein? Je prends pas juste la viande, je prends aussi les salades. Donc c'est ça, il faut une espèce d'approche hybride hein, là-dedans. Alors regardez, c'est ce que je dis ici là. Mon séminaire ou webinaire est organisé en 3 parties. Dans un premier temps, il y a du travail individuel qui se fait. Ensuite, il y a du travail en équipe. Et tout ça, c'est comme l'iceberg, la partie invisible. C'est ce que les étudiants réalisent avant d'arriver en classe. Alors, eux, ils se rencontrent en mode synchrone, asynchrone, ils utilisent le forum, le courriel, ils utilisent FaceTime. Finalement, c'est une combinaison. Tout ne dépend pas de moi.
Alors, juste pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. La première semaine, je les rencontre en salle de classe. Ensuite, je les envoie à leurs devoirs. Ils ont du travail individuel, ils ont du travail d'équipe. Ensuite de ça, la même chose, c'est la routine qui continue. Ensuite, on se rencontre en salle de classe. On boucle la semaine, une autre semaine commence. Alors, je suis là pour leur répondre. Moi, dans mon horaire, je bloque ça. J'ai 3 heures par semaine avec eux, en mode synchrone. Comme si on était sur campus. La même chose. C'est pour ça qu'on ne lessine pas sur la qualité. Ils ont exactement la même qualité de cours qu'ils auraient s'ils étaient sur campus. Commentaire? Je dois télécharger, je suis en train de télécharger les diapositives pour Madame Matrix. Donc, allez-y si vous avez des... Allô, est-ce que vous m'entendez? Peut-être que si vous augmentez votre volume, ça serait mieux. Est-ce que c'est mieux? Allô? Je suis au maximum. Allô? Nous vous entendons parfaitement, madame. Allez-y. Ok. Mais je voulais juste dire, c'est vraiment très intéressant l'exposé que vous venez de faire. Moi, je suis à l'UQAT, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de cours en ligne en mode asynchrone et c'est sûr que la formule hybride est souhaitable, en général souhaitable dans bien des cas. Donc, on l'explore aussi. euh, Merci. Carole, je pense qu'on peut boucler ça là. Je viens de mettre la couverture de notre livre qui va sortir en février. Donc, quelques semaines, ça va sortir. Et ça regroupe finalement 20 études de cas sur le travail des conseillers pédagogiques et ingénieurs, parce qu'en France et en Europe, on les appelle les ingénieurs pédagogiques. Et ça va être donc disponible d'ici quelques semaines. 20 études de cas sur le vécu, sur le vrai vie des conseillers pédagogiques. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Et merci beaucoup, Carole, pour cette possibilité. Malheureusement, je dois vous quitter. J'ai en ce moment une journée, un colloque avec la coopération française. Alors, on va nous offrir une grande bouffe. Alors, faut pas manquer ça. Hein? Donc, sorry, Sydney, I'll be missing your presentation. I was just explaining that I have a dinner with the French cooperation, and they're going to put on a big lunch. So I told them I'd try and get back. Bye bye. Thanks, Sue.
Yes, I can. Okay. Can you hear me now, Carol? This is my normal speaking voice. And I'm just testing to see if Carol can hear me. And when she can hear me, then she will type it in the chat. There you go. So I'm going to assume that everyone can hear me, and this is Sydney Eve Matrix. I'd like to say thank you very much for inviting me. If you could let me know in the chat if you can actually hear me, that would be so very useful, and I would much appreciate it. Thanks very much for joining us in real time. If you are listening to the recording, that works just as well. And thank you very much, Marcel and Bridget and Jane and Bonnie. I do appreciate that feedback. So today I'm going to be presenting to you a bit of a case study from my work with mobile learning technologies. And I'm going to tell you the good side of it, the upside, and I'm going to also describe some of the difficulties that I've had in using these technologies in quite a large classroom. Now I see that Carol has very helpfully uploaded the first half of my presentation. And so I'm going to commence, and then when we get close to the midpoint, I think that Carol will be working behind the scenes to switch decks for me. So thank you so much, Carol, for all your help today. So without further ado, this is a couple of photographs from my class. Both of these photographs were taken by my students, and they ended up on Instagram and on Facebook, of course. And the reason I have borrowed them is to show you how I am learning how to teach with educational technology, because my students are teaching me what works and what doesn't. Now, I don't know if this is your experience too, but I have my eyes on the chat, and I would love to hear if there are any kindred spirits in the room. I should also mention that in this communications class, this represents 700 folks taking the class online, I'm sorry, on campus, and then there are another 700 taking the course at the same time online. So quite a big group and quite a fabulous opportunity. So what I found when I'm teaching, and maybe you have found this too, is that if students are in a connected environment, they're often using Facebook. Now, I thought that it would be a good idea to leverage and use that technical literacy. So I began teaching on Facebook as well with a course page and not a group. I'm just going to ask you if you feel like typing in the chat if anybody else is teaching with a Facebook page or with a Facebook group. It would be interesting to do that little survey. When I'm teaching on Facebook, I'm getting some good, very good response. But as you may know from your experience, that students are very particular about how they use the social channels in their lives. And so they sometimes would prefer not to use Facebook for work or school. And so, of course, it's optional and not required in my course. Likewise, I started teaching on Twitter, thinking that there would be many students who would also be using Twitter, and it has worked out quite well. I mention these two sites in particular because my topic is mobile technologies, and as you know, these sites make it very easy for us because they are purpose-built for our mobile devices. So anything that we do on these platforms, we could say is mobile optimized to an extent by default. Is anyone in here using Twitter or a hashtag for their teaching? It's a great idea if your students are connected. For me, I'm seeing approximately 30% of my students using the Twitter hashtag. So again, something that is a nice to have, but not necessarily a required platform for the course. Now, what I'm describing here is that I have been teaching in the cloud, and I did that because with that many students and their laptops and their tablets and their phones, I thought that it would be a great idea to sort of unbox or unpack the course and distribute it across a variety of social platforms, including things like Twitter
or Facebook or Flickr if for the photographers in the class. Also a great way to distribute my slides. To create a QR code so that students can scan the code and see a mobile optimized version of the lecture outline on their phone, etc., etc. So this is a web page for one of my courses, and you can see it has many different widgets. And I thought that was a fairly neat idea, and the students pretty much did not agree with me. So that was a humbling moment. The students thought that it was great and interesting until it comes to the crunch time of midterms and exams. And as we all know, there's so much information, and our students really need our help to determine what is going to be most important for their evaluations. And they are balancing many courses at once. I don't know how many courses your students are normally doing. Maybe they're working full-time at the same time as taking your course, but at any rate, this is an example of probably about 5% of the students said that they felt very overwhelmed or disorganized with just how many streams were happening at the same time. So what I thought is I needed to solve that problem, and I kind of thought about the context of my teaching, and I guess your teaching too. And here's a survey that's just a very recent and handy one for me. It says, that most of folks in Canada that have a smartphone have it within reach 24/7. Now, this seems like a bit of an exaggeration, but if you feel like typing, are you guilty of this? I must say I am 100% guilty of having the phone on hand pretty much 24/7. Now, I'm going to ask Carol because I know she likes to type. So, Carol, put you on the spot. Do you have your smartphone with you 24/7? Are you as connected as you seem to be? So I figured if people have their phones, then wow, there's a real opportunity there. In fact, they even have them when they go to sleep, right? This is a silly survey I always do with my students because they have clickers in their hand or we have web polling. And as you know, a lot of them will then say, I use it as an alarm. That's my excuse. It's my wake up alarm. So do you sleep with your phone? And I thought, this is perfect. They will have their phone with them, and this is a fantastic opportunity for me to use their phones for teaching. Now, the other piece of it, Suzanne, I commend you on that. It's so important to be able to unplug so that you can connect with people in real time, especially your family. And Carol is saying, that you're on your phone a lot, but you're an iPad person. So these things are so handy when we have them with us. We are in our own private media bubble or world, and I'm sure that you have noticed yourselves because we see it on the public transit on the street when people are walking into things because we're all looking at our phones. This kind of ridiculous, highly connected behavior. But I thought there's something here. There's something we can do on the phones for teaching. Now, I ran across this study at a moment in 2011 when I was trying to figure out what I was going to do with all those phones in the classroom and all the computers. And this was extremely encouraging to me because I thought if the students who do have smartphones study an extra 40 minutes a week, then I'm going to make sure my teaching resources are mobile optimized so that they can use them. And then maybe we will have what you would call an overflow effect. So in the world of television and film where I sometimes teach, that would be called the overflow effect because students would be spending more time with your programming per se than the timetable, the broadcast timetable would allow. And so I wanted to make many mobile optimized teaching resources that would be agile and available on demand in the hopes that that would result in them spending more time with their course. Now, at this point, I came across this research that suggested from the Open University that having a smartphone app would be the most optimized mobile solution. And I figured that that would be extremely efficient if students could have a bespoke smartphone app, a custom designed app just for my class where we could have all those various streams of content that I had put in the cloud
appear neatly and nicely and orderly in just one application. So if you are interested in the kinds of learning objects and course resources that I had in mind, please ask me, but I won't get too specific at this point. What I will say is that I was further, encouraged when I look at research like this, which was also back around in 2011 when I started this project, and where it's saying that we like to use our smartphones and we like downloading apps, and our behaviors downloading apps is kind of doubling year over year, and again the next year over year. So I thought if I design a mobile app that can contain all of these social objects, learning objects, then it would be ideal. And I went hunting for an app development platform that was user-friendly enough that somebody who only really understands HTML, like myself, could actually use it. So I needed to find a mobile learning management platform, and I didn't have access to one at that time at my university. So at any rate, I did find one, and it's never a perfect solution, but I did find one that I'd like to tell you about. So I went over to Mobile Roadie. And the reason I did go here to this company is because I followed the trail of Harvard University. So Harvard's medical school and public health school has an app. Each of them have an app on the Mobile Roadie platform. And when I went to this sort of do-it-yourself mobile app development platform, of which there are many competitors, the pricing was right. I wrote a grant, and it cost me about $5,000 at the time to build an app on this platform and to design it, as it says here. I could customize it to my heart's content and push it out on 2 platforms, on both Google for Droid devices and on iOS through iTunes, through the App Store. So I'm going to invite you, if you're interested in this, to download the app because it is free and it's sitting on the App Store and Google Play. If you have that kind of device and you're curious, it's called ClassCaddy. And the funding, as I said, came from Partech Innovations at Queen's University and my faculty of Arts and Science at Queen's University. So I have their logos on the website for classcaddy.com. So at any rate, here's a look inside the app and sort of what it resembles. You can see it's very sort of vibrant, large images, but other than that, the design is fairly simple to do if you know your way around Photoshop a little bit or its equivalent. Then you would be fine to create your own graphics, and then you would simply upload them as you would to any content management system. So after I had this app out in the App Store in 2011, you can just imagine how excited I was with my perfect, mobile learning solution. And I think this is really where, as a developer and as a professor, I started to really learn a lot about what works for mobile learning in my field. So I'd like to share a few statistics with you, and it looks quite promising. Over 3 years of using the ClassCaddy app, it's been used with 3,000 students, and I have 2.5 thousand downloads and many, over 100,000 page views in the 3 years. So this is encouraging to me because it indicates that students are spending time with the content exactly as I had planned. But when you look at, and also, I won't say but yet, I'll say and also, when you look at the platforms, it's interesting to see the number of iPads versus the number of iPhones and Android. I don't know about you, but I certainly expected to see a lot more Androids in my classroom by this point. This screen grab was taken in late 2013. So I definitely thought I would see more of a balance between the iOS and the Android platforms. I don't know about what your campus looks like, but that's very interesting to me. So what I found is that in my classroom, from those folks who did have the iOS and Android devices, because it was not available for BlackBerry, and that was a decision of Mobile Roadie,
and I guess that was a decision of BlackBerry, to 90%, over 90% of my students thought this was a worthwhile app to download. And so again, this is from my point of view as a developer, I thought this was very good for the money that Queen's had invested and the time that I had invested. And I started to receive feedback such as this from students, which was extremely encouraging because it indicated that they were using it in those moments when they were, had some downtime and they were just checking on things. Perhaps they were rushing to class and hadn't had the time to fully prepare. Well, there would still be some micro content there for them if they wanted to just become a little bit more familiar instead of walking into the classroom, completely cold type of thing. At this point, I took a little bit of a closer look at the students who were in my class and what kinds of devices that they were using. And I did find out, which I had known going in, that about 60% had a BlackBerry. And so this, you might wonder, why would I go ahead with developing a mobile app that was only useful on iOS and Android, when that meant that only 40% of my students were going to be able to download it. So this kept me up at night. As you can imagine, I was thinking it might not be worth it. But at the same time, as an innovator, I felt like it was important to go ahead because I perceived that there would be a shift from BlackBerry to the other two platforms as the years went by, and especially as the BlackBerry messaging system was made available for the other platforms, so that it wasn't did not have a hold over students with their BlackBerries when they wanted to do that kind of messaging. So 60% of my students were not eligible to download the app, but what I did find is that of the 40% who were available, almost all of them actually did download the app, but 20% of them said that they did not use it regularly. Now, Carol, that brings me to the end of the first deck, so I'm going to ask you if you could take over so that you could upload the other slides. Carol, that was ridiculously fast, and thank you so much. You're very good at this, Carol. I think you've been doing this for a while. Now, I was very interested in why students would not have used the application after they downloaded it. Not that I expected it would be their, take the place of Snapchat or anything like that, but I was always interested in how I could improve the app. So what I found out about my students is even the ones who had a smartphone and who had the right kind of smartphone, quote unquote, for this particular app, did not necessarily have the right kind of data plan so that they could use the app, which was web-based, and they needed to have connectivity in order to access the content. So that, as this student said, I have just a very limited data plan, and therefore I wasn't able, or didn't want to use that data up with your app. And that's kind of a humbling comment, but I think it was very useful. The assumptions I had about my students were proving to be, very sort of incomplete. Other feedback, and I apologize for the long quotes, but I'm so interested, and I think you probably are too, in what our students are saying here. So the first quote saying, "I'm not sure about others in the class, but I actually preferred using a laptop to my phone." And I think you and I can understand that, considering the screen real estate, the screen size of a phone versus our laptops. And another student saying, "I always had my laptop with me anyway, and it's more comfortable." So again, from a design perspective, the user experience, even for a mobile application, it was more user-friendly for them to access this content on the course learning management system. And I guess I should have made that more clear, that because I knew 60% of the students could not download the app, of course it only contained redundant content that was also available to them through the learning management system. So as nifty as it was to have a mobile optimized version through a custom designed application, you certainly can't ignore 60% of your students. And I couldn't make the app required. It had to be sort of a value added additional service that I was offering.
So at any rate, they preferred the laptop as a mobile device to their smartphone or their iPad or other tablet. So this is the end of my sort of case study about this application. If you have any questions about it, then please, type them in the chat or send me an email or a tweet. But I don't want to take up too much time because Carol asked me to present an abbreviated version here so we could have some time to connect. So I want to end on a happy note by sharing with you two mobile learning objects that I'm using that are proving really successful. And then I'm going to share two mobile learning assignments that I'm having great luck with and that this huge group of 1,400 students are enjoying, and they're using it on their mobile devices and as well as through the learning management system. So just because I think it's important when you come to a webinar to have some action steps and actionable ideas, I'll be really specific here. So the first thing that I am trying in these larger classes that's working really well is very old school, wouldn't you say? It's a podcast. And when I am creating podcasts, I create them very, very short. So my podcasts will be, approximately 5 to 6 minutes long, nothing longer than 10 minutes. And the students are downloading them and really giving me a lot more positive feedback than I would ever have expected, because to be completely honest, I thought that students heard enough of me in class and they wouldn't want to hear more of me in their earphones on a podcast, which was only presenting supplemental material. But in fact, the students were very interested in having this material because they felt, I guess, that it added some kind of value for them going into the exam. So again, even though this is completely supplemental and not required, I just wanted to mention it for you because if you haven't ventured over to iTunes U lately, I would really encourage you to take a small field trip on your desktop or on your mobile device and see what other schools are doing in this space. It's been around for a long time and it's easy to forget, but there's a lot of innovation going on and folks are using the iTunes U platform for multimedia, not just audio, but also audio and voiceover slides and video. And it's really useful to students, especially if we can just offer them a small taste or supplemental resources, as I'm suggesting. But of course, if you were to record your whole class and put it up there, it would probably prove extremely useful to students come exam time, or if you have students who cannot be there on a kind of event programming schedule. The other learning object that's mobilized that I'm having surprisingly great response with is also fairly old school, digital flashcards. I've put up a sample from Study Blue because I liked the tagline that they're using here, the headline, Stuck in Line, Time to Study, because it really brings me back to that earlier study that I cited at the beginning, where students, are bored or they're on the bus and they're commuting and they have a few moments of downtime and so they want to engage with your course. I found that students gave me lots of feedback about how useful the flashcards were on their phones right around the midterm and the final exam. And it wasn't without its confusions, however. So the time that I put into developing these cards was well spent because I learned a lot about what students do with these cards. Okay, thanks, Carol. The cards like this have an audio format as well, so that they can, if you have a language class, the cards will speak to your students. And what I found is when I went to look at the cards that were already online for my class, here's an example of one that is giving students all the questions and answers to my quizzes. In other words, there were 700 cards already online. Many of them were containing the wrong information or information that was copyrighted from the textbook a couple of years ago. In other words, search out your courses on the flashcard sites to just consider whether or not you have to call the deck of cards that you create, Professor X's official 2014 deck, so that students won't be getting confused. As well, I got some great feedback here where
students said, I'm studying from your flashcards, and I need to know if this is the need to know, so to speak. So putting up random information on the flashcards would get pushback and bad results, but being really careful to be comprehensive in terms of the information on the flashcards can really add value for students. Here's my very quick 2 learning assignments that I'm having great luck with. The first is I'm asking students to use PowerPoint or its equivalent to create presentation decks that can be flipped through almost like a book and to put them online. So this would be a presentation that was never actually presented orally. So there's no audio, although that could be added. And my students are posting their books, their flip books on SlideShare, and they're able to also then embed them in the learning management system. And there's a couple of tools that I'm using and asking my students to use to create these flip books. And one of them is called Simple Booklet, which has educational pricing and is really easy to use. And another one, especially for Carol here, is Haiku Deck, because it has a very slick iPad application, but they're also available on the web. And so this would enable students to make a really nice and really easy mobile optimized presentation that they could put on a smartphone and also on the web. The second and last example I wanted to share with you comes from Pinterest. It's inspired by Pinterest. So these photo quotations, if you are a Pinterest user, you know, are very hot. And what I asked my students to do is to take a quotation from the readings and to find an image that had a Creative Commons license from Flickr and to put them together using some kind of free online design tool like Pixlr, so that they didn't have to use Photoshop or try to understand how to use Photoshop. And they had a field day creating these. A lot of them used PicMonkey, very easy to do. Here's a screenshot of me putting together a photo quote or a slide on podcasts. And once they have these one slide Pinterest ready learning objects from the textbook, they were able to share them on Facebook, on Twitter, on the learning management system, and I asked them to give each other peer-to-peer feedback on them. They're just having a great time with them. And that brings me to the end of my presentation. Thank you very much. And Carol, over to you. Thank you very much. Think you hear me now. Thank you very much, Cindy Eves. I'm really sorry I have to interrupt you. We are very close to the end. It's very interesting, and as I want to let je m'excuse, je vais le faire en français. Je voulais seulement vous rappeler que la présentation va être disponible après après l'atelier. Et aussi, les PowerPoint vont être disponibles également. Personnellement, il y a des choses que je vais vouloir revoir et reprendre pour avoir un peu plus d'informations plus précises. Je vais vérifier certainement plusieurs éléments qu'on vient de mentionner. Je voudrais juste prendre quelques mots ici pour vous remercier tout le monde. Je vais laisser encore la parole à à tout le monde pour poser des questions. Mais il reste encore quelques minutes tout de même. Je voulais juste faire un mot de la fin et ensuite laisser la conversation se poursuivre. Donc, merci encore Madame Matrix et Monsieur Power. Je voulais juste se rappeler qu'au mois de mai 2014, donc, on va amorcer une nouvelle série, la série internationale. Le 14 mai, on va accueillir Monsieur Rob Cooper des Pays-Bas, dont la présentation s'intitule Reinventing the Educational System of Distance Teaching Universities, The Case of Open University of Netherlands, et M. Marcello Mayana d'Espagne qui va présenter le concepteur pédagogique en Espagne, portrait d'une profession émergente, néanmoins en transition. Les renseignements vont être affichés au site web d'ici quelques semaines. Donc, je vous remercie tout le monde et je vous invite à poursuivre la conversation avec Mme Matrix pour quelques minutes.
Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, il y a encore quelques minutes. On peut poursuivre en principe, il reste encore 5 minutes. Donc, je vous invite à intervenir. Madame Matrix, s'il y a personne qui veut poser une question, moi, je voudrais revenir sur le fait que, est-ce que vous avez des difficultés particulières pour, j'imagine que un étudiant qui prend vos cours sont obligés d'avoir donc un appareil. Est-ce que ça n'a jamais présenté un problème? And Carol, I'm going to assume that you can hear me, and I'll answer that question saying that because it is a bring your own device environment, I've seen every single possible mobile device, including pencils and paper. And so students certainly look around and see what their peers are bringing, and I think there's a bit of peer-to-peer learning that goes on there. But the course actually is, my courses are very traditional courses, and so they don't require a lot of digital literacy or digital gadgets. And if I do have an assignment, such as the ones I've showed today, I always give them many, many free online tools that they can use that are very, very easy to complete the assignment, so they don't have to buy a lot of software. Voilà, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Sinon, on peut finir là. Ou je vous en prie, prenez la parole. Ou si Mme Matrix veut dire quelque chose pour la fin. Puisqu'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie encore une fois beaucoup, Madame Matrix. C'était extrêmement intéressant et enrichissant. Et je vais évidemment remercier M. Power également. Et je vous souhaite donc tous une bonne journée et j'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires si vous avez des remarques. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les gens en pensent et comment on pourrait améliorer la formule. Merci et au revoir.